Laurent Fragerman, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des mouvements sociaux, sociologue, historien, membre du CERLIS, le Centre de la recherche sur les liens sociaux. En direct également avec nous, Priscilla Ludowski, bonjour. Oui, bonjour. Ancienne gilet jaune de la première heure, Priscilla Ludowski, et présidente aujourd'hui de la Ligue citoyenne. Soyez les bienvenus tous les deux. Je commence par vous, Laurent Fragerman. Que sait-on de l'ampleur possible de ce mouvement déjà sur les réseaux sociaux, Bloquons tout, qui appelle à ce blocage du 10 septembre. Je le rappelle, le principe c'est pour protester contre le plan de redressement des finances publiques proposé par le Premier ministre François Bayrou. Ça vous semble crédible, Laurent Fragerman ? Alors, ce qui me semble crédible, c'est qu'il y a déjà une mobilisation et qu'on voit bien que ce ne sont pas seulement des robots qui se parlent entre eux. On voit bien qu'il y a des personnes réelles, par milliers, qui dans toute la France sont bien déterminées à agir. L'autre élément de crédibilité, c'est le fait qu'il y a le souci d'une radicalité, la recherche, quelque chose qui soit efficace, pas simplement des formes d'action rituelles. Après, le résultat final, c'est-à-dire bloquer vraiment le pays le 10 septembre, me semble moins crédible, notamment parce que justement les moyens d'action proposés ne me semblent pas adéquats pour le permettre. C'est-à-dire un seul. Oui. Par exemple, dire on va pas retirer d'argent des banques, on va tout payer en liquide, ça va pas modifier grand-chose au système. En tout cas, l'État, ça va rien changer pour lui, puisque l'État a privatisé les banques depuis bien longtemps déjà. Et puis, tout le système économique ne va pas être ébranlé par cette seule décision. De la même manière, dire on va acheter en circuit court, très bien, mais bon, d'abord, est-ce que ça va durer ? Il faut pas que ça dure une journée pour que ça ait un impact sur l'économie. Mais l'État, alors l'idée c'est que par la TVA, finalement l'État va perdre de l'argent. Sauf que la TVA est un impôt qui ne compte pas tant que ça dans les finances publiques. On voit bien d'ailleurs, ce sont des propositions qui tiennent d'un répertoire d'action assez ancien. Un peu l'idée, on va agir en étant en dehors de l'économie normale. Oui. C'était déjà un débat au 19e siècle, où il y avait des gens qui créaient des colonies spécifiques, qui se mettaient à part de la société en disant c'est comme ça qu'on va la transformer, de l'extérieur. Les hippies ont réinventé ça dans les années 70. Ce que je constate, c'est que ça n'a jamais fonctionné. C'était déjà un débat chez les socialistes au 19e siècle. Karl Marx disait ça sert à rien, l'économie est trop puissante, enfin, il faut agir de l'intérieur. Donc moi, je ne crois pas que l'économie sera bloquée par ce genre d'action. Ce que je note, c'est qu'il y a la recherche d'innovation, même si en fait des fois ceux qui les proposent ne se rendent pas compte qu'ils réinventent des choses très anciennes. Donc recherche d'innovation d'un côté, volonté d'en découdre évidente, et un problème, c'est-à-dire tels qu'ils sont aujourd'hui, ils vont être isolés par rapport à d'autres forces sociales qui ont montré leur combativité. Je vous donne la parole. Pardonnez-moi, allez-y. Oui, parce qu'en fait, je voulais vous poser une question additionnelle. Je vais donner la parole tout de suite à Priscilla Ludowski. Juste un mot, Laurent Fragerman, ne fait pas la sensation que tous les ans, on nous promet le grand soir à la rentrée? Complètement. Surtout qu'au mois d'août, on s'ennuie un petit peu. Donc, c'est un moment favorable aux annonces très musclées. Cela étant, il y a des éléments, il y a du carburant, notamment les 2 jours fériés supprimés. On voit bien que c'est au nom de quelque chose de provisoire, en tout cas de contextuel, un déficit du budget, mais ce sera pérenne, ça va durer longtemps. Donc, les gens n'ont pas tellement envie de ça. On voit que dans les mesures proposées par Bayrou, c'est celle qui est très nettement impopulaire. Oui. Il y a ça, il y a des éléments qui peuvent fédérer tout le monde. Là-dessus, Priscilla Ludowski, est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Fragerman ? Est-ce qu'on peut s'interroger sur la capacité mobilisatrice au vu de ce qui est mis sur la table ? Est-ce que vous-même, présidente de la Ligue citoyenne et ancienne gilet jaune, vous serez mobilisée le 10 ? Alors oui, il y a plein d'actions qui sont prévues ce jour-là, et comme à peu près tous les corps politiques, tous les syndicalistes se sont saisis de cette date pour soit s'exprimer au sein de manifestations, soit s'exprimer d'une autre manière, mais en tout cas, cette date circule beaucoup pour une sorte de rentrée de mobilisation, on va dire, donc au début septembre. Vous en êtes officiellement. Oui, parce que voilà, j'ai toujours dénoncé certaines inégalités qu'on connaît déjà et qui sont exacerbées d'année en année, et on le voit bien. Donc oui, il y aura une manifestation statique à
Paris. Les lieux seront publiés. Il y aura une manifestation le 13 septembre aussi dans la foulée. Là plutôt estampillé Gilets jaunes pour être dans la continuité de cette contestation, parce que les Gilets jaunes ont toujours, en tout cas les personnes qui se sont mobilisées dans le cadre de cette mobilisation sociale se sont toujours mobilisées depuis 2019 de manière plus rare, mais il y a toujours eu cette veille, cette vigie jaune, on va dire, qui planait au-dessus de toutes les annonces gouvernementales. Donc oui, j'en serai le 10 et j'en serai le 13 certainement. Bon, c'est dit. Pour bien comprendre, Priscilla Ludowski, est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir un retour de mouvement type Gilets jaunes ? De ce type-là, pour avoir contribué à beaucoup de la logistique, c'est énormément de travail. Donc, je doute que d'une telle ampleur, ça puisse se faire à nouveau, sauf si certains réseaux se réactivent et s'il y a une très très grande implication personnelle et physique, parce que ça demande beaucoup de travail de se manifester tous les samedis et de l'organiser à l'échelle nationale. Il suffit pas de le publier sur les réseaux pour que ça se fasse. Il y a eu du travail derrière. Donc, s'il y a un tel travail qui se fait en coulisses, c'est faisable. Si c'est pas le cas, non. Et je doute que ça se fasse actuellement, et d'autant que les actions qui ont été proposées sont plus des actions de boycott que des actions de retrouvailles. Alors par contre, ce qui se fait en ce moment par certaines personnes qui étaient déjà mobilisées dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il y aura une reprise de certains ronds-points, comme on dit. Mais en tous les cas, les appels formels qui ont été faits dans le cadre de l'appel du 10 septembre, ce sont plus des actions de boycott. Et là, je rejoins ce qui a été dit avant. Ce sont des actions qui malheureusement ne fonctionnent pas vraiment. Puisque les gens continuent à consommer et que la vie reprend son cours normalement, même après que les gens aient pesté sur les réseaux, ça ne se suit pas forcément de fait dans la foulée, quoi. Laurent Fragerman, nous avons constaté ces dernières années une forme de découplage entre les syndicats et ce qui se passe avec des mouvements citoyens qui naissent sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas une tentative là d'une forme de jonction entre ces deux mondes-là qui, au fond, vivent complètement en parallèle ? Oui, alors le paradoxe des Gilets jaunes, qui a été quand même le grand mouvement social le plus innovant, le plus inédit de ces dernières décennies. Et qui a duré. Oui, tout à fait. C'est qu'il a aussi, on peut dire, il arrive un an avant la grande mobilisation syndicale contre la réforme des retraites en 2019. Donc on voit bien que ça a insufflé une nouvelle compatibilité sociale en France, mais en même temps, c'est tout le paradoxe, finalement, il y a quand même de profondes oppositions. Et je ne suis alors récemment, jusque-là, les deux n'ont pas réussi à travailler ensemble. On voit bien chez beaucoup de Gilets jaunes une hostilité au syndicat. Je ne dis pas que c'est celle de Priscilla Ludowski, qui représente une tendance plus à gauche, mais il y a eu beaucoup dans la base des Gilets jaunes d'hostilité exprimée, y compris parce que certains sont des petits commerçants ou ne sont pas de l'univers salarial. Donc, il y a ou sont des salariés, mais de petites entreprises où les syndicats ne sont pas présents. Donc on a un syndicalisme qui ne représente pas tout le salariat, qui est replié un peu sur ses bastions, mais qui reste une force incontournable. Et on a d'autres forces civiques, citoyennes, que vous avez évoquées, qui ont du mal à travailler ensemble parce que ce sont des milieux différents, des cultures différentes. Alors ça ne veut pas dire qu'une dynamique ne puisse pas se créer et que ce qui a échoué par le passé ne réussisse pas demain. Si ça se trouve le 10 septembre, déjà on va voir le 1er septembre, les syndicats se réunissent. Comment ils se positionnent ? Pour l'instant, je ne crois pas qu'ils étaient invités. Ils ont un problème aussi. Eux, ils fonctionnent par mandat, par délégation, etc. Ils ont des porte-paroles. Il y a une structure très organisée. À côté, vous avez un comité d'organisation anonyme. Donc, comment discuter ? Mais peut-être qu'une dynamique peut... C'est pour ça que je suis très prudent. Une dynamique peut balayer ces problèmes. C'est pas le plus probable, mais c'est possible. Alors, Priscilla Ludowski, vous allez pouvoir réagir. Juste une indication. Nous avons posé la question ce matin, c'est une des deux questions du jour, sur X à nos auditeurs. Mobilisation du 10 septembre, allez-vous y participer ? Albin Texera, nos auditeurs sont très réactifs, je le rappelle. Et c'est assez partagé. Donc à 46%, les auditeurs de Sud Radio répondent non, ils ne vont pas participer, alors que 41% disent oui. Dans les commentaires, c'est assez partagé
également. Moitié. Exactement. Donc il y a Mickaël qui nous dit si je peux, pourquoi pas, ça sera avec grand plaisir. Alors qu'il y a pas mal de commentaires qui réagissent d'ailleurs à cette présence des syndicats. Certains disent par exemple les syndicats n'ont rien à faire dans cette mobilisation. Je n'irai pas à cause d'eux, ou encore avec la présence potentielle des politiques, elle pose aussi problème. Certains disent les politiques et la CGT n'ont rien à faire dans ces manifestations, raison pour laquelle je n'irai pas. Justement, Priscilla Lidowski, vous venez d'entendre Albin Texera, ce collectif Bloquons Tout qui revendique son indépendance vis-à-vis des partis, des syndicats. Est-ce qu'il estime que les organisations syndicales, les partenaires sociaux sont les bienvenus sur le terrain ? Je pense que la pensée, c'est celle qu'on avait nous-mêmes au démarrage, c'est-à-dire que il y a cette question de la récupération et de savoir en fait comment on s'approprie ou pas une lutte entre guillemets, et comment on communique dessus. Et donc c'est vrai que lorsque vous avez beaucoup travaillé en logistique pour que les choses se fassent, et puis que vous avez des personnes qui s'approprient les choses, c'est un peu compliqué à écrire l'histoire. Oui. Donc en fait, je pense que c'est difficile d'aborder la question sous l'angle de la collaboration et non plutôt de la collaboration plutôt que de la récupération. Mais il y a aussi autre chose, c'est pas tellement au-delà de ces aspects logistiques et du récit lui-même, il y a la question de l'efficacité et de la défiance. En fait, d'abord, quand on entend dans les discours pas de syndicats ou pas de politiciens, c'est aussi parce qu'il y a cette certaine défiance envers ce type d'organisme. C'est-à-dire que j'avais beaucoup entendu à l'époque des personnes dire en fait pourquoi on veut pas les syndicats, c'est parce qu'en fait quand ils s'attablent avec le gouvernement, ce qu'on a cherché à obtenir, on ne l'obtient pas, ou alors on obtient des miettes. Et c'est souvent de dire que les syndicats ne sont plus aussi efficaces qu'à l'époque, et que donc on ne peut pas compter sur eux. C'est ce que j'ai beaucoup entendu moi au fil des manifestations, et c'est surtout ça en fait, c'est la confiance, la défiance, et envers les politiciens encore plus. On a vu après tous les différents sondages qu'il y a eu depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, on a entendu dire que de moins en moins la population a de moins en moins confiance envers les politiques. Donc c'est-à-dire que ce sont censés être nos représentants. Et donc, est-ce qu'on a confiance en nos représentants ? Et la réponse à l'époque, c'était non, et je pense que ça l'est toujours pas. Merci à vous, Priscilla Lidowski. Merci, Laurent Fragerman. Juste un mot très court avec l'historien des mouvements sociaux que vous êtes. Le politique, là, il a intérêt à parler au mouvement en question avant que ça n'arrive, ou il faut qu'il laisse venir ? Il a intérêt à parler, à proposer ses propres interprétations, et depuis quelques décennies, les politiques ont appris, sauf la France insoumise, à laisser les mouvements sociaux libres de leur choix. Donc il a intérêt à montrer qu'il respecte cette indépendance. Mais en même temps, le problème sous-jacent, c'est quand même que vous avez des soutiens nombreux au Rassemblement national pour cette mobilisation, et à gauche également. C'est quand même un problème sous-jacent, et que si on aborde trop les aspects politiques, ça risque d'exploser. Merci à tous les deux. Dans un instant, notre deuxième grand débat, les occupations illégales des gens du voyage. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jean-François Aquini. 9h21, vous nous appelez au 0826 300 300, deuxième débat, grand débat de l'été face aux occupations illégales des gens du voyage. Un maire, il est en ligne avec nous d'ailleurs, c'est Guillaume Ruet, crie son ras-le-bol à l'État. Tout d'abord, quelques mots avec vous, Albin Texera, vous plantez le décor. À Chevigny-Saint-Sauveur, dans la métropole de Dijon, 3 installations sauvages ont eu lieu en juin et en juillet, dont la plus marquante, 150 caravanes restées 10 jours sur le terrain de football municipal. À chaque départ, les mêmes constats, dégradation, déchets abandonnés, nuisances sonores, délits routiers et un sentiment d'insécurité qui pèse sur les habitants. Les services municipaux, la police locale et les équipes techniques disent être à bout de souffle, mobilisés au détriment de leurs autres missions. Une situation qui se répète chaque été et que la commune juge impossible à gérer seule, pointant une loi inefficace et des procédures trop longues. À l'échelle nationale, plusieurs maires font le même constat. Une circulaire adressée au préfet en juin appelle déjà à plus de réactivité, et une proposition de loi pourrait être présentée à l'automne pour muscler l'arsenal juridique. Mais sur le terrain, la lassitude des communes reste entière et la demande d'un sursaut de l'État devient pressante. Bonjour à vous, merci Albin. Bonjour à vous, Guillaume Ruet. Bonjour. Vous êtes maire Les Républicains donc de Chevigny-Saint-Sauveur, tout près de Dijon, conseiller départemental de la Côte d'Or. Vous êtes un élu démuni aujourd'hui ?
Oui, épuisé, un peu dégoûté, j'ai un vrai ras-le-bol parce que, alors ça fait ma 4e puisque j'en ai eu une autre avant-hier d'intrusion des gens du voyage. Donc vous voyez, c'est récurrent. Il y en a partout dans le département, il y en a partout en France. Il suffit d'ouvrir la presse quotidienne régionale pour voir qu'il y a plein de maires qui sont en ras-le-bol. Et on a beau être en règle avec la loi sur les gens du voyage parce qu'à Chevigny et à Dijon Métropole, on respecte la loi, on offre des aires de gens du voyage, on a investi de l'argent public. Les gens du voyage n'y vont pas et occupent illégalement des terrains publics et des terrains privés et dans des conditions tout à fait lamentables. Et moi, je suis épuisé par ça, je suis dégoûté parce qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Vous venez dans mon parc ou sur mon terrain de foot, vous êtes évacué en 1 heure si vous êtes dans votre caravane, vous occupez, voilà. Et eux, parce qu'il y a la force du nombre, hein, ils sont venus à 150, 200 caravanes, donc ça fait 600 personnes. Hein, et on peut rien leur dire. Et la loi est mal faite parce que la procédure judiciaire, elle prend des semaines et des semaines. Le maire de Châlons, il a posé un référé et le juge lui a dit rendez-vous dans 15 jours. Donc dans 15 jours, les gens du voyage seront déjà partis et ils auront laissé toutes les ordures derrière elles parce qu'on nous laisse des terrains dans un état lamentable. Toujours Guillaume Ruet, quel que soit le sujet d'ailleurs, ce problème de la lourdeur, de la lenteur de la réponse de la justice. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous allez sur le terrain, vous allez tenter un dialogue, comment ça se passe? Dans un premier temps, on fait tout pour empêcher qu'ils s'installent. C'est-à-dire que moi, vous savez, je suis un maire dans une ville urbaine, mais je m'associe avec un agriculteur et je laboure tous les terrains pour empêcher, pour faire des buttes, des trous, pour empêcher le terrain. Mais c'est le jeu du chat et la souris. Ils parviennent à y arriver. Ça se marche pas avec un terrain de foot, ça. Non, on peut pas non plus bunkeriser notre commune. Et donc là, malgré tout, parce qu'il y avait ils ont quand même fait sauter quand même un certain nombre de barrières. C'était quand même pas en libre accès. Ils sont arrivés. Alors parfois, il y a des discussions qui sont parfois un peu viriles. C'est des personnes, des communautés quand même qui sont assez qu'on le sent chaud. Et puis je vous passe. Moi, je me suis déjà fait insulter, menacer et tout. Enfin, j'ai l'habitude. Ça fait 6 ans que je suis maire. Chaque été, c'est la même comédie. Donc, et puis après, une fois qu'ils sont là, que la préfecture nous dit faites au mieux, parce que soit on dépose plainte et on attend 2-3 semaines avant qu'on les force à évacuer, donc autant dire que dans 2-3 semaines ils sont déjà partis, donc on fait en sorte que la discussion se passe au mieux, mais c'est compliqué parce que les voisins, parce que souvent il y a des personnes qui ont leur fenêtre de chambre qui sont à 5 mètres, quoi, et ils en peuvent plus parce que c'est très bruyant. Moi je respecte tout le monde, les modes de vie, mais voilà, quand on a 200 caravanes au pied de chez soi, forcément on n'en peut plus, on s'en prend on s'en prend à tout le monde et on montre quand même l'impuissance publique, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a le 2 poids 2 mesures qui énerve tout le monde et qui rend tout le monde à bout. J'entends votre épuisement, votre exaspération, Guillaume Ruet. Si on prend un peu de recul ce matin, c'est compliqué, que je vous imagine confronté à ces situations-là. Sur le plan national, que faudrait-il faire pour les gens du voyage, faire en sorte que ces situations extrêmes cessent une bonne fois pour toutes? Quelle serait la bonne initiative, la bonne idée? Il y a plusieurs choses. La première, c'est d'abord de permettre aux maires et aux préfets d'expulser les occupations illégales en 24 heures. À partir du moment où la ville et la communauté de communes dans laquelle on est, souvent c'est délégué à la communauté de communes, respectent la loi. Moi, je suis à Dijon Métropole, on respecte la loi. Toute intrusion devrait être expulsée immédiatement, ce qui empêcherait les récidives. Deuxièmement, sanctionner plus lourdement les occupations illégales. Et troisièmement, encourager, voire même sanctionner les communes et les communautés de communes qui, elles, ne respectent pas la loi, parce que autant moi je fais partie des bons élèves et on a investi à Dijon Métropole, à Chevigny, moi je suis maire de 30 caravanes, de 30 places caravanes, on a investi de l'argent, on joue le jeu et on n'est pas protégé par la loi, mais les territoires qui ne jouent pas le jeu, et certains le font et traînent les pieds volontairement, je trouve pas ça normal qu'ils soient traités de la même manière que les territoires qui jouent le jeu. Donc vous voyez, c'est un peu ça, c'est durcir auprès des gens du voyage, mais aussi auprès des collectivités. Je pense que tout le monde doit être exemplaire. Moi, je suis exemplaire dans le respect de la loi. J'attends que les gens du voyage le soient autant et que le préfet fasse appliquer la loi. Après, dans les territoires où la loi n'est pas appliquée, c'est peut-être plus compliqué pour eux. Mais moi, il y a toute une série de territoires qui respectent la loi et qui trouvent ça anormal d'être traités comme les territoires qui ne la respectent pas. Après tout, on se demande à quoi ça sert d'investir dans des aires de grand passage si les gens du voyage n'y vont pas et que l'État ne fait pas respecter la loi quand on la respecte. Mais quand je vous entends, pourquoi est-ce qu'ils n'y vont pas, justement? Quelle est l'idée? Il n'y a pas de manque d'information, les lieux ne sont pas suffisamment équipés. Quel est le problème?
il y a plusieurs choses. La première, c'est, vous savez, dans les aires légales, il faut quand même payer son électricité, son eau, et il y a un droit de stationnement. Alors que quand on occupe illégalement un terrain de foot, l'eau, l'électricité, les poubelles, tout ça c'est gratuit, on paye rien. Alors souvent ils disent oui, on fait un chèque au CCS ou à la caisse des écoles, mais c'est des sommes dérisoires. C'est beaucoup plus rentable, c'est beaucoup moins cher de s'installer quand on paye pas l'électricité et l'eau. Hein. C'est tout aussi simple que ça. Après, dans des territoires, il y a pas une offre suffisante, c'est vrai. Moi, je vois dans mon territoire, il y en a et ils y vont pas. Guillaume Ruet, encore un dernier mot, parce que l'heure tourne. J'ai envie de vous faire plaisir un petit peu ce matin, vous soulager un petit peu, parce que j'imagine vous êtes confronté à quelque chose d'extrême. Vous avez écrit une lettre, vous l'avez envoyée à Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Oui, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur. Je pense que c'est un ministre de l'Intérieur assez ferme. Je pense qu'il faut durcir la loi et arrêter la culture de l'excuse. Donc, alors j'ai pas eu de réponse parce que je l'ai envoyé la semaine dernière, mais il y a un projet de loi, une proposition de loi des sénateurs LR pour durcir la loi parce qu'il y a un vrai besoin. J'espère que le ministre de l'Intérieur et ses sénateurs arriveront à quelque chose d'efficace, parce que moi je cherche pas à me faire plaisir, je cherche à régler un problème qui est lancinant depuis 30 ans. Moi, je suis maire depuis 6 ans, c'est chaque année, mais je vis avec la hantise du dimanche après-midi où on m'appelle, vous voyez, je suis là. Donc, et qu'on arrive à quelque chose où la loi est respectée et qu'il n'y ait pas un deux poids deux mesures. Moi, je suis un républicain, j'applique la loi même quand elle me plaît pas. Et là, j'espère que tout le monde sera logé à la même enseigne. Et nous verrons bien si vous aurez une réponse concrète du ministre de l'Intérieur qui est de la même famille politique que vous, cher Guillaume Ruet. Merci à vous, maire les Républicains de Chevigny-Saint-Sauveur, conseiller départemental. Merci d'avoir réagi en direct de la Côte d'Or.